Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va vous présenter Bonjour. Watome et en ce faisant, on va vous présenter toutes les techniques pour bien aspirer les poussières ou les solvants que vous pouvez avoir dans vos industries, comment les traiter et puis comment faire tout ce système-là sans pour autant consommer énormément d'énergie et même comment faire pour en sauver un maximum. Donc, avec moi, j'ai Eric Piguet, qui est le responsable de la société, le directeur de Watome. J'ai François Dumont, qui est un de nos clients, qui travaille chez Safran à Montluçon. Et puis moi-même, qui suis technico-commercial du coup chez Watome et qui gère toute la partie du sud-ouest et la business unit sur la partie aéronautique et défense. Bonjour. Bonjour à tous, et effectivement c'est l'occasion pour nous de remercier l'Aerospace Valley pour l'organisation du webinaire. Donc très agréable de travailler avec Tiffen pour ce genre d'événement. Donc pour commencer, on va faire une brève introduction sur la société Watome, qui a été créée en 1986 par Monsieur Prenet, qui était au départ basé dans la région parisienne. Il a choisi de déménager en 2000 sur Charnay-les-Mâcon, donc un petit peu une petite heure au nord de Lyon. Nous avons repris la société en 2016 avec Dominique Dousseau, qui est parti à la retraite l'année passée. Et donc voilà, en 2024, on a réaménagé un peu nos locaux pour accueillir les nouveaux collaborateurs, puisqu'on est passé depuis 2016 de 6 à 25 collaborateurs. Donc ça demandait un petit peu d'organisation et un petit peu plus de place. Notre chiffre d'affaires a évolué effectivement en conséquence et pour évoluer jusqu'à 7,4 ou 7,5 millions sur 2024. On est en train de préparer la clôture. Donc c'était une bonne année pour nous. Et puis surtout, fait marquant de 2024, c'est qu'on a un petit peu fini la structuration telle qu'on souhaitait la faire avec Dominique. C'est-à-dire que sur chaque zone géographique de la France, on a aujourd'hui un technico-commercial et un chef de projet qui nous permettent d'assurer la proximité envers nos clients. Voilà, donc on travaille un petit peu tous les secteurs d'activité en France, la chimie pharma, le nucléaire et l'aéronautique défense représente environ 15% de notre chiffre d'affaires aujourd'hui. Donc en fonction des années, en fonction des projets, voilà, ça, c'est un chiffre qui peut varier, mais globalement, c'est autour de 15%. On peut passer. Donc, ils n'ont pas pu être là avec nous, mais il était prévu qu'on ait un intervenant de la CARSAT. Donc, la CARSAT, vous devez les connaître, ce sont les préventeurs, ceux qui passent chez vous pour voir si les conditions de travail sont respectées pour vos opérateurs. Dans notre métier de l'aspiration des poussières et des solvants, ils sont bien évidemment présents et ils sont même organisés avec un réseau qui s'appelle le réseau Carinvent. Le réseau Carinvent, c'est une initiative de la CARSAT Nord-Est à Nancy exactement. C'est de là que tout est parti. Et de plus en plus, ils sont en train de se ramifier et de s'organiser. Aujourd'hui, vous avez la carte en haut à droite, ce sont toutes les régions qui se sont mises sur ce projet-là et qui ont des formations et ils forment également les entreprises dans ces régions-là. Ils ont un rôle de prescripteur aussi, donc c'est souvent qu'on est appelé par la CARSAT pour venir faire des études ou des installations. Et puis, ils ont également un rôle pour vous d'aide au financement de certains moyens. Donc, ça dépend des campagnes qu'ils ont, mais ils peuvent vous aider à financer certains projets. Et on va voir un petit peu dans le déroulé de cette présentation aussi quelles sont leurs attentes sur nos métiers. Et voilà.
Donc, on a décidé de vous présenter nos missions, celles qui nous tiennent particulièrement à cœur et qui nous permettent de bien traiter vos problématiques. Donc, la première mission que l'on a, c'est d'agir pour la santé des opérateurs. C'est vraiment l'entrée par laquelle nous arrivons. Et c'est également dans ce périmètre-là que la CARSAT a le plus d'impact. Donc, comment est-ce qu'on fait pour améliorer la qualité de l'air? Eh bien, on essaye de réduire au maximum l'exposition des salariés aux différents polluants qui peuvent être créés lors de vos activités. On fait ça pour prévenir les maladies professionnelles et donc les réduire au maximum. Dans nos métiers, les maladies qu'on retrouve le plus sont l'asthme, puisqu'il y a une grande notion liée à la respiration. Tout ce qui peut être allergie, notamment de contact avec de la poussière ou avec des solvants. Et puis, dans les cas les graves ou autres. Généralement, quand on travaille sur des postes de travail, on essaye d'avoir un œil attentif à tout ce qui est lié à l'ergonomie. On en parlera un petit peu après avec François. On essaye de mettre des plans en place pour que le poste soit plus agréable pour l'opérateur. Donc ça peut être de l'ergonomie physique, mais ça peut être de l'ergonomie acoustique aussi. Voilà, tout ce genre de choses. Et enfin, notre projet, c'est de suivre les consignes qui sont recommandées par la CARSAT et les autres institutions comme les médecins du travail, ce genre de choses. Eric? Non, effectivement, ce qu'on peut peut-être ajouter ici, c'est que de rappeler que chaque polluant a sa réglementation un petit peu ou a des domaines d'exposition à respecter. Donc, dans chaque projet, il est important à chaque fois de bien considérer ceci, c'est-à-dire de bien qualifier déjà les polluants, de savoir si ils sont sous forme particulière, sous forme gazeuse, etc. Et pour chaque polluant, l'idée étant de connaître un petit peu les VME, les VLE, donc des valeurs moyennes d'exposition ou les valeurs limites d'exposition dédiées à chaque polluant. Et en fonction de ces concentrations qu'on doit viser, et ben on mettra en place des dispositifs d'aspiration qui seront plus ou moins contraignants. Et puis surtout, ça va nous permettre de dimensionner, de calculer, c'est-à-dire d'avoir des vitesses d'air adaptées et de choisir de dimensionner les installations en fonction des vitesses qu'on souhaite respecter dans le cadre en fait des préconisations effectivement des CARSAT, de l'INRS, mais aussi de nos expériences propres, puisqu'on a pas mal de références maintenant. Donc sur des dispositifs de captage, on sait appréhender un petit peu les vitesses d'air au point d'émission. Et puis effectivement, ça peut être la CARSAT, ça peut être l'INRS, ça peut être les HSE. Dans certains métiers, ça peut être l'UIC aussi. L'industrie chimique a ses propres repères, ses propres standards. L'ASN dans le nucléaire a d'autres standards. Alors, on tourne toujours autour d'une vitesse de 0,5 mètres secondes. Mais voilà, chaque métier a un petit peu ses particularités qui doivent être adaptées en fonction des polluants et de la dangerosité un petit peu du polluant. Voilà. Du coup, on arrive à ce que disait à l'instant Eric, choisir le bon captage. Donc, le bon captage, il peut se faire de différentes manières. En fait, il y a 9 points qui sont l'INRS dans l'ED 695 et qui sont à respecter. Et dans cela, il parle du captage. Donc, ça peut être la première chose, c'est d'envelopper la source d'émission quand c'est possible. Donc là, ce qui s'apparente à ça, ce sont tout ce qui est table aspirante ou dose réaspirant ou cabine de peinture. Donc ça veut dire que l'émission du polluant est complètement englobée à l'intérieur d'un capotage. Après, ce qu'il faut faire au maximum, c'est aspirer à la source. Quand on fait uniquement une aspiration à la source, on va retrouver
des capteurs comme des bras aspirants, des anneaux de Pouillès. Et puis, une fois qu'on a choisi ce bon moyen de captage, il faut s'assurer des bonnes vitesses à mettre en œuvre. Les bonnes vitesses, c'est généralement 0,5 mètres secondes, effectivement, au point d'émission. Donc là, il y a tout un jeu de dimensionnement qui va varier en fonction du capteur. On essaye au maximum également d'éviter d'être opérateur dépendant, c'est-à-dire que quand on a un bras aspirant, par exemple, s'il y a des larges amplitudes à faire, eh bien l'opérateur, s'il veut être protégé sur toute la longueur de son activité, il va être obligé de déplacer le bras de façon systématique. Et ça, on essaie de l'éviter parce qu'on sait que a fortiori, l'opérateur va laisser le bras au point de départ, mais pas forcément le faire suivre avec lui, et être un petit peu moins protégé du coup. Les bras aspirants, ils sont très appréciés quand on est sur des zones fixes. Par exemple, quand on se retrouve dans des configurations de petites soudures électroniques, ce genre de choses, où on a un point qui est plutôt fixe. Ça, François va nous en parler juste après. Et encore une fois, eh bien, on profite de ces installations pour ajouter de l'ergonomie au poste. Alors, pour parler de quelques cas un peu plus précis, on va donner la parole à François, chez qui on a déjà installé différents types de capteurs. Chez nous, en fait, on retrouve un peu tous les systèmes de captage, que ce soit des tables aspirantes, des bras, des dosserays. Alors, ce qui est important, effectivement, comme tu disais, Sylvain, c'est l'ergonomie au poste, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez un système qui est mobile, c'est vrai que l'opérateur, des fois, a tendance à se dire, bon, ça m'embête, je le pousse un petit peu. Donc, ce qui est important, c'est qu'il soit tout le temps en permanence près de son poste de travail, pour qu'au moins tout ce qui est les poussières, les solvants, les fumées soient captées. Chez nous, il y a pas mal d'électronique, beaucoup donc de fumée de brasage ou alors on dessoude les composants électroniques aussi. Donc, c'est important d'avoir un captage à la source. Alors, ce qui est important aussi, c'est qu'on a des systèmes de filtration derrière ces captages parce que nous, ça réduit quand même notre empreinte environnementale parce que faut quand même, on a de plus en plus de contraintes d'ailleurs par rapport à nos polluants qu'on rejette. Et c'est important que par des systèmes de filtres à charbon actif ou les filtres à poussière, les systèmes combinés aussi, on protège notre personnel bien sûr, mais aussi on réduit notre impact sur l'environnement. Quand même, ça fait partie aussi du jeu. Alors, je sais, sur les images qu'on voit, on avait fait par exemple une salle de formation avec les bras de captage. C'était posé la question de mettre des petites centrales d'aspiration, mais pour des soucis de réduction de bruit notamment. On a décidé de déporter la centrale d'aspiration et de filtration et de descendre des bras au mur ou sur la table. Et franchement, ça a été une vraie réussite. On a aussi fait des systèmes de captage de poussière sur des tables aspirantes. On a des endroits où on fait du micro-ébavurage avec des petites fraises. On vient récupérer, voilà, c'est la petite table qu'on voit là avec ça. Franchement, ça a été une vraie réussite. Alors, on a le système d'aspiration, on a la compensation d'air neuf avec la chaussette qui nous souffle de l'air neuf dans la salle. Et ça, c'est au niveau ergonomie, au niveau utilisation, les opérateurs sont super contents et franchement, c'est une vraie réussite. Et on a aussi énormément réduit les nuisances au niveau des bruits. Alors là, on voit autre chose, c'est des systèmes de captation sur si on fait du nettoyage de pièces mécaniques qui sortent de machines de rectification. Donc, en fait, il y a beaucoup d'essence et de solvant pour nettoyer ces pièces. Et donc, l'avantage, c'est que là, on vient coiffer en fait les réceptacles avec les solvants. Et l'aspiration est permanente. Et selon, en fait, on avait calé avec vous les mesures de débit pour avoir une vitesse d'air suffisante et bien adaptée. Et franchement, c'est. L'avantage, c'est que l'opérateur est protégé. Il n'y a pas de. Ouais. Je rebondis un petit peu sur ce que vous disiez, François, c'est qu'effectivement, par rapport aux opérateurs, dans ces techniques-là, dans ces métiers-là,
je pense qu'il est très important d'inclure de faire participer les opérateurs dès le départ du projet pour le choix des dispositifs de captage et puis les former à l'utilisation parce qu'effectivement l'utilisation d'un bras elle est efficace uniquement jusqu'à une certaine distance. Donc il faut bien expliquer tout ça aux opérateurs. Bon, leur expliquer déjà c'est pour eux, hein, c'est pour leur santé. Mais en plus que ce sont des EPC, donc les installations de ventilation comme celle-ci sont des EPC, donc des équipements de protection collectif. Donc à ce titre-là, on va protéger l'opérateur qui travaille sur la zone, mais en plus toutes les personnes qui sont dans la salle. Donc ça veut dire que la concentration au poste, c'est pour eux, mais c'est aussi pour leurs confrères. Donc s'ils ne veulent pas le faire pour eux, parfois ça les incite aussi de leur rappeler que c'est aussi pour leurs collègues qu'on fait ça, quoi. Mais la formation à l'utilisation, à la prise en main, je pense que c'est très important. Ouais. Et ce qui est très important, c'est de les mettre dans la boucle, de mettre l'opérateur dans la boucle dès le début. Parce que si on lui propose un moyen d'extraction ou d'un moyen de travail supplémentaire qui ne lui convient pas, il ne l'utilisera pas. Effectivement, s'il est trop contraignant, c'est plus utilisé, c'est démonté. Il faut que ça soit pratique, il faut que ça soit tout ce qui va l'embêter dans sa tâche quotidienne, il ne l'utilisera pas. Donc, toujours mettre l'opérateur. C'est pour ça qu'il y a différents types. C'est pour ça qu'on a différents types de capteurs en fait, hein. Il y a des capteurs enveloppants qui sont pas du tout adéquats sur certaines opérations, des capteurs qui sont pas du tout adéquates pour certaines autres opérations. Et donc du coup, c'est à nous de faire les bonnes propositions justement pour que tout le monde s'y retrouve et qu'il n'y ait pas de gêne pour les opérateurs. Oui, c'est toujours une discussion en fait tripartite entre vous, et puis nous, et la partie aussi SSE. Et même si nous, on n'est pas dans l'histoire avec la CARSAT, on n'est pas dans la zone, on a quand même, on travaille avec la CARSAT sous forme de conseil. En fait, on a besoin d'eux des fois pour les préconisations. Donc, on les met quand même dans la boucle. C'est important aussi par rapport à la sécurité du personnel, par rapport au SSE. Oui, voilà, c'est ça. C'est un travail d'équipe, en fait. Donc, François a pris un petit peu d'avance tout à l'heure, mais c'est vrai que le bon captage, et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'une fois qu'on a capté des poussières ou des solvants, et ça chemine dans un réseau de tuyauterie, et puis on a plusieurs options qui s'offrent à nous. Soit on rejette comme ça dans la nature, mais ce n'est pas vraiment possible et pas forcément légal en fonction des polluants. Et donc, du coup, il va falloir mettre en place des systèmes de filtration et il va falloir mettre les systèmes de filtration en fonction des rejets autorisés selon les particules, selon les polluants. Donc là, je vous ai remis quelques exemples de taux limites pour certains polluants. Donc, il n'y a pas de notion de quel est le polluant, mais en tout cas des tailles de particules. Donc, PM10, ça veut dire que c'est une particule qui est inférieure à 10 microns. PM2,5, c'est une particule qui est inférieure à 2,5 microns. Donc ça, ce sont les particules qui sont vraiment dangereuses parce que c'est les particules qu'on appelle alvéolaires. C'est celles qui, une fois qu'elles sont respirées, eh bien, viennent se coincer dans les bronches et dans les poumons. Et donc, c'est celle-ci qu'il faut absolument filtrer et ne pas rejeter. Donc là, on voit les limites annuelles de rejet moyen par jour. Donc, c'est de 40 mg par mètre cube et de 25 mg par mètre cube pour les 2,5 PM2,5. Et donc, ça, il y a des mesures qui sont faites soit par la CARSAT, soit par des personnes assermentées, plutôt la DREAL que la CARSAT d'ailleurs. Et on a aussi la problématique sur les composés organiques volatiles, les COV. Donc là, on va plutôt se retrouver sur la partie chimique. Et donc, on a une limite à 50 mg par normomètre cubeur. Donc voilà, ça va dépendre un petit peu des secteurs également. Mais voilà, on a des limites qui sont assez strictes.
Vous, dans vos métiers, vous avez, dans l'aéronautique, on est souvent contraint par le Chrome 6. Donc là, il faut retenir que l'arrêté ministériel, il est aux alentours de 40 mg par mètre cube. Donc on se retrouve exactement dans la même limite que les particules, les PM10, les particules inférieures à 10. Alors ça, c'est dans le cas, les 40 mg, effectivement, c'est dans la généralité. Mais encore une fois, je pense qu'il est toujours important sur ces projets-là de bien qualifier les polluants. Et justement, quand on a qualifié et identifié le type de polluant qu'on peut avoir, la réglementation peut changer. Donc quand on a des Chrome 6, on va descendre en dessous. Quand on a des plombs, la réglementation est en train de changer, on va passer à 0,5, je crois, ou 0,2. Enfin voilà, chaque polluant a vraiment ses contraintes et on doit agir en fonction et on doit choisir derrière, on verra ça, mais le type de filtration en fonction de ces contraintes-là, c'est-à-dire des temps d'utilisation, des quantités de polluants qu'on est susceptible d'arrêter et surtout des taux de rejet qu'on souhaite atteindre. Alors, comment faire ça? On a différents types de possibilités. Donc, effectivement, ce n'est pas de la captation, c'est du captage. Il y a différents types de technologies de filtration qui existent. Donc, nous, on travaille avec toutes ces différentes possibilités. Elles vont intervenir en fonction du type de particules, du type de place dont on dispose, du type de débit d'air qu'on a à traiter, du type de polluant aussi en fonction de si c'est un polluant très colmatant ou si c'est un polluant facilement nettoyable. Donc, il va y avoir la filtration statique, c'est la première que l'on présente. Donc, la filtration statique, en fait, on a des filtres qui viennent capter une accumulation de particules et qui vont venir se charger un petit peu comme votre aspirateur à la maison. Et quand le sac est plein, eh bien, il faut le changer. On a différents niveaux de filtration qui existent sur ces filtres-là. On va de l'anciennement, de la classe anciennement G4 jusque des H14. Donc ça veut dire qu'on est capable de capter des poussières pour le H14 jusqu'à 0,2 microns. Donc on peut arriver à des niveaux de filtration très intéressants. Sur la partie manche, généralement, on utilise des manches quand on a des débits beaucoup plus importants. On va retrouver ça dans des menuiseries, ou on va retrouver ça dans des gros systèmes de mécanique ou autre dès qu'on a de la poussière. Le système ici, il s'auto-nettoie avec un système électropneumatique. C'est-à-dire qu'on a une impulsion de touche pour recracher, pour refaire retomber au maximum les poussières qui sont sur les manches. Et donc, on a une durée de vie qui est généralement un peu plus importante sur les manches que sur la partie statique. On a ensuite des décolmatages à poche. Donc, ça se présente de la même manière. C'est juste le média qui est légèrement différent dans son format, mais le principe est sensiblement le même. Pareil pour les filtres à cartouches. Alors, les filtres à cartouches, ils peuvent être avec des cartouches verticales ou des cartouches horizontales. Il n'y a pas de préférence. C'est vraiment en fonction des polluants et des types de projets que l'on travaille. Ou aussi des contraintes d'encombrement. On a parfois des contraintes d'encombrement sur un site qui nous empêchent de travailler d'une façon. Donc, quand on a des contraintes de hauteur, on ne peut pas faire des filtres avec de la maintenance. Oui, il y a plus les contraintes d'encombrement. Ouais. Donc, effectivement, on va passer sur la maintenance latérale, etc. Ou quand on est en extérieur, on veut optimiser un petit peu la place au sol. Donc, on fait des accès par le dessus. Enfin, voilà, ça dépend aussi pas mal de la configuration des sites. Et on va essayer de s'adapter pour trouver la solution la plus optimale possible. Ouais. Ensuite, on
peut utiliser des systèmes à voie humide. Alors, les systèmes à voie humide, on va les utiliser dans 2 cas particuliers. Le premier cas, c'est quand on a traité des vapeurs en grande quantité. C'est très présent, par exemple, dans l'industrie chimique ou agroalimentaire, dès qu'il y a des volutes d'eau ou enfin de vapeur d'eau ou d'humidité, joints avec des poussières. Ah, on te perd un petit peu. Et donc là, on est obligé d'utiliser ces systèmes-là parce qu'un système sec, eh ben, il serait colmaté beaucoup plus rapidement. Là, comment? Et le deuxième cas, c'est essentiellement quand on travaille avec des polluants ATEX ou en tout cas avec des capacités à s'enflammer très rapidement. C'est le cas par exemple pour des explosifs, ça peut être le cas pour du titane qui est assez utilisé dans le monde aéronautique. Voilà, dans certains cas particuliers, on est obligé d'utiliser ces systèmes-là pour protéger les installations amont, les bâtiments aussi, pour éviter qu'il y ait des risques trop importants de ce type-là. Tu avais quelque chose à rajouter, Eric, sur ça? Effectivement, il y a quelques exemples de médias filtrants. Après, on a des médias qui sont plus adaptés pour des fibres, etc. Mais encore une fois, c'est important de mettre en adéquation en fait la solution qu'on va retenir, le type de filtration par rapport au type de polluant, aux quantités de polluants qu'on est susceptible de récupérer, au temps de travail aussi. Est-ce qu'on va pouvoir décolmater en dehors des heures de travail? Est-ce que ça va fonctionner 3/8, etc. Et donc tout ça, ça va nous permettre de choisir la solution la plus optimisée, on va dire, en termes de filtration, comme on le fait pour la partie captage. Et donc, pour finir, on a la possibilité de mettre en place des systèmes avec des charbons actifs, pareil, de plus ou moins grande envergure. Donc là, on a à l'image presque un container, donc c'est vraiment pour des grandes quantités. Donc ça permet de laver de capter toute la partie COV. Donc si vous travaillez des solvants, si vous travaillez avec des cuves, par exemple, qui émettent des polluants chimiques, ce genre de choses, il va y avoir probablement dans le process à un moment donné un nettoyage de l'air au charbon actif. Les charbons actifs, il y en a différents types, avec des imprégnations différentes qui peuvent permettre de capter différents polluants chimiques. Donc, par exemple, quand on travaille sur des acides, on a un type de filtration, enfin un type de charbon actif. Quand on travaille sur de l'alcool ou sur des cols ou sur des résines, on peut être amené à utiliser différents types de charbon actif. Enfin, pour revenir sur la partie poussière, comment? Oui, on peut utiliser des combinés aussi, effectivement. Même des combinés poussière-charbon, oui, parce que c'est le cas chez nous, par exemple. On a les deux. Oui, c'est vrai que vous avez pas mal d'utilisation à la fois sur des cols et des poussières. Donc, effectivement, sur des filtres, on peut avoir plusieurs étages de filtration. Un premier étage assez grossier, un étage plus fin, ou voire même un étage intermédiaire pour des étincelles, des choses comme ça, et compléter tout ça par une filtration charbon actif pour la partie COV. Donc, effectivement, de plus en plus, on combine un petit peu toutes ces filtrations sur des mélanges hybrides, en fait, gaz et poussière. Tout à fait. Donc voilà pour tout ce qui est lié à la filtration. Donc notre cinquième mission, c'est d'accompagner les entreprises sur les différents risques qui sont liés aux poussières ou aux émanations. Donc là, on en a répertorié 2, mais il peut y en avoir plusieurs. Donc le risque chimique, c'est quand on a une montée en concentration d'arrêt à une activité, par exemple une activité de chauffe ou ce genre de choses. On peut le voir aussi souvent sur des cuves avec du chlore ou autre. Donc là, l'objectif, c'est d'avoir un système réactif qui soit capable de désengorger et de dégager l'ensemble de la pollution du local.
et dans l'objectif de protéger à la fois les opérateurs qui peuvent travailler dans cette zone et aussi protéger les bâtiments et l'environnement de travail. Et enfin, on a aussi identifié le risque ATEX. C'est vrai que ça, c'est un risque qui est assez présent dans le monde aéronautique parce qu'on travaille des polluants qui sont assez contraignants de ce point de vue-là, comme l'aluminium, par exemple. Au niveau, il y a énormément de solvants ou de résines osculaires ou de titane. Et puis aussi sur la partie composite, qui présente ces risques-là. Donc l'objectif, c'est dans un premier temps de capter, comme on l'a vu tout à l'heure, au plus proche, pour éviter qu'on rentre dans des concentrations trop importantes qui pourraient permettre d'atteindre les domaines d'explosivité, c'est-à-dire entre la limite inférieure d'explosivité et la limite supérieure d'explosivité, parce que ce sont deux zones qui sont soit trop riches en combustible, soit trop pauvres, et donc du coup, il n'y a pas de risque. Mais dès qu'on est au niveau des points de risque, à tout moment, il peut y avoir un problème si on est en contact avec une étincelle ou une zone chaude. Donc nous, on essaye au maximum de déplacer le risque et de l'envoyer vers l'extérieur, et donc de ce fait de déconcentrer la pièce ou l'atelier de ce risque-là. Le risque, il peut se déplacer et se retrouver, par exemple, dans un de nos filtres. Et effectivement, les filtres, ils sont, Des ils sont concentrateurs en fait, de pour poussière. répondre à la norme ATEX. Comment ? Les dépoussiéreurs, notamment, sont des concentrateurs de poussière. Donc, si le risque ATEX il n'est pas forcément avéré au point de captage parce que les concentrations sont pas Ouais, suffisantes, voilà. à l'intérieur du dépoussiéreur, on a voilà, toutes les chances d'avoir des concentrations supérieures à 30 grammes par mètre cube qui pourraient générer des explosions. Donc, effectivement, à partir du moment où on met des dépoussiéreurs en place, on sait que si les poussières sont explosives, on sait qu'on va générer des ATEX. Et donc, dans ce cas-là, les installations ont deux intérêts. C'est d'une part d'éviter d'avoir des explosions. Et le deuxième aspect, c'est en cas d'explosion, c'est de canaliser les effets d'une explosion, donc l'onde de choc et la flamme, vers des zones qui sont protégées, où il n'y a pas d'opérateur pour la sécurité de tous. Ok. Alors, Et donc nous, l'avantage de ça, c'est qu'on le maîtrise en fait. On a des micro-coupures. Est-ce que tu pourrais peut-être couper ta caméra pour augmenter un peu la bande passante? On va essayer, merci. Voilà. L'avantage d'un système où on maîtrise la texte, c'est qu'on est capable de l'isoler complètement, avec des zones, enfin avec des clapets anti-retour, par exemple, pour s'assurer que l'explosion ne revienne pas à l'atelier. Et ça permet d'isoler complètement le filtre et de maîtriser les directs pour protéger absolument les opérateurs et les bâtiments et autres. Donc là-dessus, on peut vous accompagner. Et enfin, on en vient un petit peu au titre qu'on vous a présenté et qui vous a fait venir, c'est comment augmenter la productivité des lignes de production avec nos systèmes. Parce qu'en fait, par défaut, les systèmes d'aspiration sont des systèmes qui sont non productifs puisqu'on ne participe pas à la fabrication des pièces en elles-mêmes de vos ateliers. Mais par contre, ça va permettre d'optimiser le nettoyage, d'optimiser et de réduire les arrêts de travail et les maladies professionnelles.
Et puis après, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que quand on vous accompagne, nous, on va analyser l'ensemble du process de votre projet et on va faire en sorte d'optimiser et de réduire au maximum les débits et les pertes de charge. Donc les pertes de charge sont l'ensemble des accidents d'un réseau qui vont obliger l'air, enfin qui vont freiner l'air et qui vont lui donner plus de qui vont nécessiter plus d'énergie pour tirer l'air correctement. Et donc, si on optimise bien ces deux éléments-là, le débit et la perte de charge, on va pouvoir avoir une installation qui va être moins énergivore. On va aussi travailler sur la partie récupération d'énergie. L'énergie que l'on prend dans vos ateliers, c'est l'énergie de chauffage de votre pièce. Et donc, via des systèmes de CTA, l'objectif, c'est d'échanger l'air chaud et l'air frais rentrant et de réduire au maximum le coût de réchauffage de l'air. Selon certains matériels également, il peut y avoir des aides de l'État pour l'achat de ces installations. C'est aussi le cas de la CARSAT qui peut vous aider à faire des installations, de captage. Et enfin, il y a toute la valorisation des déchets. Certains cas. C'est le cas par exemple dans les huiles, et les huiles entières ou les huiles solubles sont relativement chères et que lorsque l'on fait du captage de brouillard d'huile, on est capable de récupérer les huiles et les réutiliser après filtration. Donc effectivement, c'est important de rappeler que les sources d'économie d'énergie, c'est d'une part l'optimisation des débits, des pressions, puisque la puissance installée, donc la puissance consommée, sont proportionnelles à la fois au débit et à la pression. Donc moins on va tirer, moins on va consommer. Et de la même façon, tout le débit qu'on va mettre en jeu en extraction, il va falloir le compenser par de l'air neuf quelque part. Donc ça veut dire qu'il va falloir réchauffer. Il y a une puissance déjà pour alimenter cet air neuf, la puissance des ventilateurs, et puis après il y a des puissances de chaud, de froid, etc. Donc au plus on va optimiser ces installations-là en termes de débit pression, et au moins elles vont coûter cher en énergie d'extraction et en énergie de compensation. Donc effectivement c'est le savoir-faire du métier qui va nous permettre d'arriver à ça. Donc, alors là, on a la slide de comment la CARSAT peut vous aider et vous accompagner elle aussi. Donc, elle est là pour faire un état des lieux en général de vos installations et s'assurer que les opérateurs sont bien protégés. Elle peut vous aider à contrôler une installation qui est déjà existante, si vous en avez déjà une, et proposer éventuellement des améliorations si c'est une installation par exemple. Elle va établir avec vous un cahier des charges. Dans ces cas-là, qu'elle peut être prescripteur pour nous et qu'elle va nous apporter des informations sur vos installations. Et une fois qu'un devis vous est transmis, elle va donner un avis technique sur le devis pour vérifier. Enfin, déjà, elle va le lire pour vérifier que on respecte bien l'ensemble des normes et de leurs attentes. Et puis, au besoin, ils vont faire des ajustements ou ils vont nous demander de faire des ajustements pour répondre au mieux à leurs demandes à eux aussi. Ils font tout ça en s'appuyant sur la réglementation, les normes en vigueur, les guides de ventilation. Donc, celui qui est le plus présent chez nous, c'est l'ED 695, puisque c'est celui qui est qui parle au niveau général de tout ce qui est ventilation dans le monde du travail. Mais après, il y a des guides qui sont spécialisés par métier. Et enfin, le réseau Carinvent,
il peut vous apporter plusieurs choses, comme notamment des formations, des apports, enfin des aides financières selon les cas, et voilà, essentiellement ça. Je sais pas si tu avais d'autres choses, Eric. Non, après, c'est effectivement au cas par cas. Je crois que les CARSAT sont organisés par région, et donc en fonction des régions, effectivement, ils ont des thèmes sur lesquels ils peuvent aider, ou ils sont un petit peu plus pointilleux sur certains thèmes que sur d'autres. On parle beaucoup de TMS, mais il y a aussi l'acoustique, enfin, il y a le risque chimique. Enfin, voilà, ils interviennent un petit peu sur tous ces aspects-là en fonction des régions et en fonction surtout des retours qu'ils ont des sites par région, quoi, en fonction des spécialités. Dans le sud-ouest, l'aéronautique, dans le nord-ouest, l'alimentaire, etc. Donc voilà, chaque CARSAT a un petit peu ses particularités. Ouais, c'est prérogative. Donc toujours la CARSAT, en gros ce qu'ils attendent d'un concepteur, c'est-à-dire de nous, ils attendent que l'on travaille sur le poste de travail, comme on l'a vu tout à l'heure, que l'on prenne bien en compte le type de pollution que l'on travaille, qu'on évalue bien les différents risques. Alors là, ils avaient prévu, enfin, ils avaient plus ciblé sur le risque ATEX, mais comme on l'a vu, il y en a d'autres. Il faut privilégier le captage à la source, le transport des polluants. Il faut bien maîtriser le transport des polluants, c'est-à-dire les vitesses à l'intérieur de nos réseaux de tuyauterie, puisque si on a trop de vitesse, eh bien, on va rencontrer des problématiques de son, d'acoustique, de coût d'énergie, etc. Et par contre, à l'inverse, si on va pas assez vite dans la tuyauterie, on va tomber dans le cas où les poussières ne seraient pas emmenées jusqu'au dépoussiéreur et où on pourrait générer des amas à l'intérieur du réseau qui pourraient endommager sur le long terme toute la partie ventilation et aspiration. Surtout dans le cas de poussière ATEX, effectivement, ça peut être problématique aussi. Ouais, sur le cas de latex, ouais. Puisque du coup, les clapets à anti-retour ne seraient pas suffisants et que l'énergie de l'explosion pourrait se déplacer dans toute la tuyauterie. On travaille sur la partie, ils nous demandent de travailler sur la partie du rejet. Donc là, c'est en partenariat en général avec l'ADREAL et les limites qui sont données en fonction des polluants. De plus en plus, ils rentrent aussi sur des problématiques comme la compensation d'air et ils cherchent au maximum à réduire les désagréments qu'il peut y avoir comme des courants d'air ou comme de la température trop faible, le fait qu'on tire au vide l'air s'il n'y a pas une entrée d'air en conséquence, quand il y a une installation d'aspiration. Voilà, toutes ces choses-là, ils y font bien attention et ils regardent également la fourniture des éléments, puisqu'en fait, un réseau de ventilation, c'est un ensemble de pièces qui forment un puzzle. Et donc, toutes les pièces n'ont pas forcément les mêmes niveaux de certification ou d'efficacité. Et enfin, ils ont un œil, pareil, de plus en plus avisé sur la partie acoustique. Et ils font généralement des tests au poste pour s'assurer qu'on respecte bien les 70 décibels au poste. Donc au niveau de Watome, effectivement, on a une démarche un petit peu à 360 degrés. C'est-à-dire qu'on a possibilité de faire des expertises alors sur des installations existantes déjà qui ont été installées depuis des fois plusieurs années. Nos clients nous demandent d'intervenir pour refaire un état des lieux. Donc ça c'est important parce que au fur et à mesure du temps, suivant la maintenance, suivant le temps qu'on a à y consacrer sur place, et ben, les installations peuvent dériver un petit peu. Et vu qu'on travaille sur des vitesses de captage qui sont relativement faibles, de l'ordre de 0,5 à 1 mètre seconde,
très généralement, eh ben, une dérive de l'installation, une perte de charge trop élevée sur des dépoussiéreurs, ça fait dériver et donc on n'a plus nos vitesses de captage et donc l'opérateur n'est plus protégé. Donc on est capable de faire de l'audit avec notre bureau d'études dédié. On a aujourd'hui 5 chefs de projet qui sont tous habilités N1, N2. On a possibilité de travailler également avec des sous-traitants qui sont masés. On a notre bureau d'études donc avec des dessinateurs projeteurs. On travaille encore un petit peu parfois sur de l'AutoCAD en 2D quand c'est nécessaire. Mais on fait beaucoup aujourd'hui de 3D sous SolidWorks. On est en train d'intégrer également la 3D expérience donc pour partager les plans au fur et à mesure des installations avec nos clients, avec nos fournisseurs aussi. Donc ça c'est important. Quand on travaille sur un projet comme ça, on travaille oui, vraiment sur un mode projet. Donc c'est un chef de projet qui est dédié et qui est l'interlocuteur privilégié. À travers SolidWorks, on a aussi la possibilité de faire de la simulation numérique, donc de la CFD, qui nous permettent parfois de valider quand on est, on a pas mal d'expérience, mais quand on est sur des sujets un petit peu spécifiques, eh bien, on veut valider la répartition d'une vitesse d'air pour être sûr de garantir des vitesses de 0,5 mètres secondes sur tout un poste de travail. Par exemple, là, on voit à gauche sur un dosseret aspirant, il nous est arrivé de faire des dosserets aspirants de 16 mètres de long, par exemple. Donc dans ce cas-là, c'est important d'avoir une petite simulation numérique pour voir si la diffusion elle est homogène. Ici, on va voir une hotte aspirante qui faisait autour de 12 mètres de long et pour le client, on devait assurer une vitesse de captage de l'ordre de 1 mètre seconde sur toute la périphérie. Donc ça, c'était un petit peu nouveau pour nous. Donc on a préféré passer par une simulation numérique qui nous a conforté dans notre design de solution. Et puis là, à droite, on voit des systèmes de captage sur des scies où on devait capter sur plusieurs niveaux de matière, donc entre 1 cm et 20 cm. Et on voulait s'assurer que, quelle que soit la position du capot, on entraîne correctement les polluants avec des vitesses de 20-30 mètres secondes, puisque là, on est sur des vitesses d'éjection qui sont très importantes. Donc voilà, ces simulations numériques permettent de nous rassurer sur des dispositifs de captage, sur des pressions aussi, et voilà, nous aide dans l'élaboration des moyens. Et puis quand on est en mode projet, on va travailler beaucoup sur un synoptique au départ. On se met d'accord avec nos clients sur les capteurs, sur l'IHM, sur la partie homme-machine, sur l'interface homme-machine également, sur les valeurs qu'on va souhaiter suivre. Et puis, donc voilà, première étape, c'est le synoptique, comme on voit ici. Ensuite, il y a les plans d'implantation, les plans de détail, et puis la réalisation sur site avec les chefs de projet, le suivi des dossiers, jusqu'à la formation, la mise en service, etc. Donc, c'est vraiment une offre 360 degrés sur ces métiers de ventilation des poussiérages. Donc là, on va voir effectivement un petit exemple d'une installation complète qu'on a pu réaliser chez un client aéronautique. Donc le sujet au départ, le cahier des charges avait été fait par un bureau d'études et il nous demandait de capter sur des tables existantes, un petit peu comme on a fait pour François Dumont ici. C'est-à-dire qu'il fallait s'intégrer sur des moyens existants et la demande du cahier des charges au départ, c'était de capter via des dosserets aspirants qu'on mettait à l'arrière du poste de travail. Mais en travaillant un petit peu avec les opérateurs et puis en calculant les débits, ça nous aide. Les tables de travail font à peu près 800 à 1200 de large. Donc, quand on a calculé tous les débits sur les 6 postes qu'on devait équiper, ça nous aide des débits très importants cumulés, puisque là, on a un foisonnement de 100%. Ça veut dire que tous les postes sont susceptibles de travailler en simultané. Et donc, en travaillant avec l'opérateur, avec les opérateurs, avec le service HSE et puis le bureau d'études, on a finalement convenu de travailler comme on l'a fait pour Safran, donc en travaillant par-dessous, à une aspiration par-dessous, ce qui nous permettait de mémoire de traiter 1200, entre de 1200 1300 mètres cubeurs par poste de travail, avec une bonne efficacité, puisqu'on a mesuré les vitesses au niveau des postes de travail, comme on voit sur la photo en haut à droite. Donc on a des vitesses là où à la source d'émission de l'ordre de 0,5 mètres secondes.
Donc un débit total de 10 000 m3 sur le projet, répartis sur les différents postes de travail. Donc là, on extrait, on filtre après, donc on a un dépoussiéreur à décolmatage par air comprimé ATEX qui nous permet de récupérer les petites poussières d'usinage ou de retouche dans un bac. On voit ici en rouge les clapets anti-retour, les clapets ATEX anti-retour, donc qui empêchent une explosion de revenir soit vers le process, soit d'aller vers la centrale de traitement d'air. Derrière tout ça, on a installé une centrale thermodynamique qui nous permet de récupérer les calories du local sur un échangeur. Puis, à travers un deuxième étage aussi, on va encore récupérer l'énergie de façon à ce que cette centrale soit quasiment autonome en énergie. Et on vient recycler, alors non pas recycler, mais on vient recracher l'air neuf à l'intérieur en récupérant les calories et les frigories sur le process. La centrale nous permet de gérer également l'humidité puisque ce process demandait une humidité bien spécifique. Donc voilà, la centrale de traitement d'air derrière nous permet de récupérer les calories, de reprendre de l'air neuf et de recracher de l'air vraiment neuf au niveau des postes opérateurs. Un gros travail a été fait aussi sur ce projet-là, sur la partie acoustique, puisqu'on avait un engagement à 65 ou 70 dBA. Donc, on a travaillé avec des silencieux, des caissons à sono, des mousses dans les dispositifs de captage. Voilà, tout a été mis en œuvre pour satisfaire les différentes contraintes du client. Et c'est un projet qui a été entièrement suivi et validé par la CARSAT aussi. Voilà quelques références qui nous ont fait confiance. Maintenant, on est prêt à répondre à vos questions si vous en avez. Peut-être, François, vous vouliez rajouter quelque chose sur ce type d'installation. Alors, le micro est coupé, je crois, François. Mais si vous voulez intervenir, ouais. On vous entend, François, on ne vous entend pas? Ah oui. Ça fait... Ah, oui, c'est bon, c'est bon. Audio. Oui, c'est bon? Oui, c'est tout bon là. Bon, là, c'est bon? Vous avez tout? Oui, ça fait quelques années qu'on travaille ensemble, donc on a fait quelques réalisations aussi bien des réseaux d'extraction, il y a bien sûr l'achat de matériel de centrales d'aspiration mobile ou autre. On a quelques projets qui sont sortis cette année, donc c'est bien. Normalement, j'espère qu'on en aura un autre même, si tout va bien. Donc voilà, nous après, c'est la satisfaction qu'on a de travailler avec vous, donc ça c'est important déjà. Et ça, fallait le rajouter quoi, sur la réunion. Merci. Merci François. Je vois qu'il y a une question effectivement sur l'ergonomie du poste et notamment sur les pièces lourdes. Alors quand on a des pièces qui sont un peu volumineuses ou un peu lourdes, on travaille très souvent sur des tables aspirantes. Et puis après, ça peut être complété par des potences ou par des choses comme ça. Et donc dans ce cas-là, sur les tables aspirantes, ça nous est arrivé de faire des lèvres pour laisser passer justement des palans ou des choses comme ça qui viennent manutentionner les pièces. Voilà. Après, on peut aussi travailler parfois au sol, suivant la dimension des pièces, travailler directement au sol. Donc dans ce cas-là, il peut être intéressant d'intégrer un plateau tournant de façon à ce que l'opérateur soit toujours face au mur aspirant et de faire tourner la pièce plutôt que ce soit l'opérateur qui tourne autour de la pièce. Donc voilà, il faut vraiment s'adapter à chaque demande. Sur les tables aspirantes, il nous est arrivé aussi. Oui, c'était un sujet d'ailleurs. Oui, vas-y. C'était un sujet d'ailleurs sur le projet retouche de peinture là, sur lequel Sylvain a travaillé. Là. Puisqu'il y a des centrales qui sont des pièces qui sont un peu lourdes, effectivement, et c'était un peu le challenge de ne pas avoir à trop bouger ces pièces et que l'opérateur soit assez libre. Oui, c'est ça, voilà. Ça faisait partie du. Et typiquement, ça fait partie de la demande, hein, effectivement, dans la partie ergonomie du poste, il faut adapter pour limiter. Alors, si les dispositifs d'aspiration sont une contrainte parfois supplémentaire pour les opérateurs, ça nous permet de jouer là-dessus et puis de faciliter le geste de façon à ce que la contrainte elle se transforme en opportunité.
notamment bon, alors dans un autre métier, mais dans la chimie pharma, quand on vient charger des réacteurs, les contenants sont parfois assez lourds. On peut faire 40, 60, 80 kilos. Donc, dans les dispositifs de captage, dans des anneaux de pouillesse, on vient intégrer des supports qui permettent de soulager le poids et d'avoir juste à renverser finalement un flux. Donc, effectivement, c'est une dimension à prendre en compte dans tous les projets. Et puis, comme je disais, sur les tables aspirantes, comme on voit ici, la deuxième photo, on a des joues latérales qui sont pivotantes. Donc là, on voit le plateau tournant également, mais les joues latérales, elles sont pivotantes, ce qui permet parfois de passer une pièce qui est un petit peu plus grande. Donc ici, la table, elle fait 1500. Bah, si on a une pièce qui fait 2 mètres de long, on peut venir la poser et ouvrir une joue latérale pour laisser passer la pièce. Et c'est de toute façon dans ce cadre-là qu'on choisit si on met un capteur plutôt enveloppant ou un capteur plutôt inductif parce que une aspiration à la source. Les aspirations à la source, elles peuvent parfois être plus adaptées sur des pièces très volumineuses et sur des pièces très lourdes. Donc c'est là où on choisit le bon angle. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les taper en bas à droite de votre écran. Je sais pas si Alors, vous aviez... il y a une deuxième question qui a été posée, effectivement, et on va pouvoir répondre très bien à ça. Proposez-vous des moyens de mesure d'émissions? Alors, d'émissions de COV ou de particules fines. Alors, je vais juste répondre, moi, brièvement sur la partie, sur les particules fines. Donc, quand on fait des dépoussiéreurs, des systèmes des installations de dépoussiérage, avec des dépoussiéreurs, des colmatages à air comprimé, on est capable de mesurer le taux de rejet, donc c'est-à-dire la concentration de poussière en sortie des dépoussiéreurs, via des systèmes triboélectriques, où voilà, il existe des sondes qu'on peut intégrer directement dans les installations. Et pour la partie COV, François, qui est un expert dans ce domaine, va vous donner plus de précision. Alors, au niveau des COV, nous, on travaille avec des capteurs, soit fixes, soit on fait des mesures à la source, comment dire, en faisant des mesures directement en gain pour vérifier que nos filtres à charbon à clé sont efficaces. Ça nous permet aussi de détecter la saturation pour éviter de rejeter après l'extérieur les polluants. Parce que le charbon actif, une fois qu'il est pollué, une fois qu'il est chargé, de toute manière, il est espacé. Donc, il y a deux façons de travailler, soit de la mesure, la surveillance en fait, du filtre, soit vous mettez les capteurs à demeure en gain. Après, c'est au choix. En général, on combine les deux chez nous. Oui, parce vous que êtes ça permet de équipé déterminer au mieux le. Ouais, on a des gens en interne qui font ça. Ouais. Ouais, c'est ça. Et puis vous avez tout un Ça tas nous permet en fait d'optimiser la durée de vie du filtre charbon actif. Ouais. Parce qu'évidemment, il ne se sature pas de la même façon en fonction de l'utilisation. Et des fois, chez nous, c'est variable. Par exemple, il y a des périodes où il y a un petit peu plus de charge de travail. Donc, forcément, le charbon va se saturer plus vite. Voilà, c'est ça le but. On optimise les maintenances et le remplacement de filtres. Ensuite, il y a une nouvelle question sur le choix. Pourquoi choisir une hotte plutôt qu'un dosseret aspirant à fente plutôt qu'une hotte? Alors, comme vous pouvez le voir sur le schéma, le troisième schéma à l'image là, l'aspiration elle est faite de façon frontale. À l'inverse, une hotte quand elle capte, elle aspire du bas vers le haut. Et le risque de la hotte, en fait, c'est que le polluant ou les polluants passent directement par les voies respiratoires de l'opérateur. Et donc ça, il faut l'éviter au maximum. Donc l'aspiration à l'opposé de où il se trouve permet de le protéger bien plus. Pour ça qu'on préconise ces types de capteurs, sachant que en plus ces capteurs peuvent être plus ou moins capotés. Et cela nous permet de réduire les débits à mettre en œuvre. Quand on est sur une machine, par exemple un bras robotisé ou ce genre de choses, une hotte est tout à fait envisageable dès lors qu'il n'y a pas d'opérateur qui travaille dans la zone.
Encore une fois, c'est effectivement de l'analyse du poste et des contraintes opérateurs qui vont nous permettre de choisir tout ça, tout en respectant effectivement l'opérateur, la protection de l'opérateur. Ce qu'il faut vraiment, c'est que les voies respiratoires soient placées dans un flux d'air propre. Donc, bon, ça fait partie des principes de l'INRS, des 9 principes de base de l'INRS, mais ne pas placer les voies respiratoires de l'opérateur dans un flux pollué. Donc là, on a une autre question. À quel moment devient-il intéressant de mettre des charbons actifs par rapport aux déchets générés par les filtres? En effet, si les concentrations en COV rejetées sont faibles, on risque d'être plus impactant sur l'environnement que de ne pas traiter, car les filtres ont une durée de vie et même s'ils ne sont pas saturés, il faut les changer. C'est vrai. Après, il va y avoir, il y a plusieurs notions là-dedans. Ça va dépendre de comment est classé votre site. Donc, il y a certains sites qui sont classés et qui ne peuvent pas se soustraire au filtre charbon actif. Après, il y a des tolérances qui sont faites effectivement par rapport au rejet. Et ça, c'est généralement les préfectures ou les sous-préfectures qui les donnent et qui donnent des niveaux de rejet tolérés sur la partie COV. Donc là, il faut voir ça avec eux et avec l'Adréal. Et dans certains cas, le rejet se fait effectivement sans charbon actif. C'est vraiment du cas par cas. Après, c'est vrai qu'il y a encore un gros travail, je crois, qui reste à faire par rapport à ça, au niveau de la collecte et du retraitement des charbons actifs. Mais il faut savoir que les charbons actifs peuvent être régénérés. Donc voilà, c'est pas complètement perdu. Bon, il y a des filières qui existent, mais il reste certainement des choses à faire par rapport à ça. Oui, alors effectivement, les charbons actifs, il n'y en a pas partout, sur toutes les installations. Ça va dépendre des quantités qui sont engagées au niveau des solvants. Et puis, il y a ce que vous déclarez à votre arrêté préfectoral. Et selon la liste des produits, certains sont soumis. Enfin, voilà, ça dépend vraiment de l'arrêté préfectoral. Selon ce que vous déclarez comme quantité de produits, en fait, Oui, pour votre production. Certaines nécessitent des charbons, d'autres non, parce que les quantités sont faibles. Effectivement. Je crois qu'on arrive au terme du webinaire, du temps qui nous était imparti. Donc, l'occasion de remercier encore une fois l'Aerospace Valley pour cette organisation, François pour participation, et puis à tous les participants. Merci à vous. Merci à vous d'avoir participé, merci pour vos questions, et puis à bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir, bonne journée.